Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Alban, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par les Jeux 2 minutes et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 52 « Je pratique l'autorité bienveillante ». Mais avant de commencer, merci pour tous vos encouragements. Vous êtes nombreux à nous soutenir et à nous dire combien ces bulles de bonheur sont sympas à écouter, surtout en cette période de confinement. Courez sur notre page Instagram, bulle.debonheur, ou notre page Facebook, Jeux 2 minutes, jeux avec un X, 2 en chiffres, minutes avec un S. Vous avez chaque jour 2 cartes gratuites et un jeu à télécharger pour mettre un peu de fantaisie dans votre quotidien. Nous sommes solidaires. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Depuis que je suis devenue maman, je me pose beaucoup de questions sur la forme d'autorité que je veux exercer sur mes enfants. Je compare notamment mon type d'autorité, plutôt européen, à celui de mon chum, plus nord-américain. Je vois de grandes différences, notamment à la place que l'on donne à l'enfant. Mon chum passe du temps à écouter nos enfants. Il prend en compte leurs besoins tout en leur imposant un cadre structurant. J'ai appris beaucoup de mon chum qui sait expliquer calmement à mes enfants quelles sont les limites à respecter et les conséquences de les dépasser. Oui, ça lui arrive de hausser la voix, de s'énerver et de punir, comme n'importe quel parent, mais ce n'est pas son lot quotidien. Et là, ça me chicote. Est-ce que l'autorité est tributaire de notre éducation, de notre culture ou de notre caractère? Existe-t-il un type d'autorité qui soit meilleur qu'un autre pour nos enfants? Quelle définition pour le mot autorité? Quand on cherche dans le dictionnaire, les définitions sont nombreuses. C'est une notion complexe qui inclut différents aspects: écoute, respect, interdit, liberté, mais aussi obéissance, pouvoir, soumission, abus, arbitraire. Exercer une autorité a plusieurs facettes, ça peut être la plus belle ou la pire des choses. Aujourd'hui, nous allons parler de l'autorité dans le cadre de la relation parent-enfant, même si certains de ces principes sont à mon sens applicables aussi dans le monde professionnel. Nous allons donc envisager l'autorité comme le fait de grandir, d'autoriser à. À quoi sert l'autorité en éducation? Elle permet à l'enfant d'apprendre à vivre en société, à accepter certaines règles nécessaires à la vie en communauté, à apprendre la patience, le partage, l'altérité, le respect ou encore le lien cause-conséquence. C'est aussi un moyen pour l'enfant de se confronter aux efforts et aux contraintes et de comprendre qu'il n'est pas le roi du monde. Et oui, c'est bien difficile d'apprendre qu'on n'est pas tout-puissant. Nous avons besoin de nous soumettre à des règles, tant pour notre bien-être que celui de notre entourage, tout comme pour bien vivre en société. Que ce soit pour les enfants comme pour les ados, je leur raconte souvent que lorsqu'on conduit, nous sommes soumis à un code de la route que nous devons respecter pour le bien-être de tous. Par exemple, les feux rouges existent pour permettre non seulement de réguler la circulation, mais aussi pour garantir la sécurité à toutes les intersections. En général, nous arrivons devant un feu avec confiance. Enfin, dans la plupart de nos pays ou de nos régions, nous ne nous posons pas la question de savoir si la voiture qui arrive de ma droite ou de ma gauche s'arrête ou non au feu. Nous nous sentons en sécurité. Cette sécurité vient d'une autorité clairement posée et comprise. Nous l'avons apprise lors de nos leçons de code de la route. Comme vous le savez tous, ces règles du code de la route sont assorties de sanctions en cas de non-respect. Ce dispositif a lui aussi tout son sens. Si l'amende était absente de notre quotidien de conducteur, nous arrêterions-nous au feu rouge? En fait, j'en doute. Malheureusement, la seule compréhension de la règle de son bien-fondé est souvent insuffisante. Et il en est de même quand vous payez vos impôts en retard, vous êtes à l'amende. Tout comme en entreprise, une facture impayée passe au contentieux et génère des indemnités de retard. Votre contrat de travail est lui aussi assorti de clauses en cas de non-respect de la fiche de poste qui vous a été impartie. Une entreprise peut être sanctionnée, elle aussi, si elle est injuste envers un de ses collaborateurs. Dans le sport, l'arbitre est là pour faire respecter les règles. Pénalty ou carton rouge pour le foot, prison pour le hockey, pénalité ou exclusion au rugby. Les exemples sont multiples et on le voit bien. En cas de non-respect de la règle,
on passe des remontrances à l'amende jusqu'à l'exclusion. Je vous invite à engager un dialogue avec votre enfant ou votre ado sur ce qui pourrait se passer si ces règles et ces sanctions étaient absentes. En résumé, une règle clairement posée, entendue et comprise, va donc offrir un cadre sécurisant à l'enfant. Pour exister pleinement, il est bon que cette autorité s'exerce en toute liberté, que l'enfant ait le choix de suivre ou transgresser la règle, comme dans le sport. Et vous, parents, parfois, vous avez le rôle ingrat de l'arbitre. Et c'est à ce prix que l'enfant va quitter son attitude de toute puissance et va intégrer cette notion de cause-conséquence. J'aime beaucoup l'image utilisée par le pédiatre Aldo Naouri pour parler de l'autorité. Il compare l'autorité au parapet le long d'un grand pont suspendu. L'enfant doit traverser ce pont pour arriver à l'âge adulte. Il peut avancer tout droit, en zigzag, faire des demi-tours. Il lui arrivera souvent de se heurter au parapet, ce qui pourra le mettre en colère, voire lui faire du mal. Cependant, sans ces parapets, l'enfant peut tomber, se blesser gravement et même mourir. L'autorité est donc une sorte de protection que les parents exercent auprès de leurs enfants. Elle passe par conséquent par l'apprentissage des interdits, apprentissage qui nécessite la pose d'un cadre. Il est bien entendu que toute forme de violence physique et psychologique, ainsi que tout châtiment corporel, sont à proscrire. Il me semble important de préciser que l'autorité exercée dépend non seulement de notre éducation, mais aussi de notre culture. C'est important d'éviter de juger des modes d'autorité différents des nôtres. Resituer un mode d'autorité dans son contexte, dans ses valeurs culturelles différentes, dans ses habitudes familiales différentes aussi, permettra de comprendre ces différences. Je me souviens ainsi avoir découvert quand j'étais au Québec, avec surprise, la vision de l'autorité par les peuples des Premières Nations du Canada. J'ai appris à en comprendre le sens au regard de leurs valeurs et de leur culture. Dans la plupart des tribus des Premières Nations, l'éducation repose notamment sur le partage de l'éducation par la communauté tout entière et sur le principe fondamental de la non-interférence ou de la non-intervention. Ainsi, une grande autonomie est laissée aux enfants qui apprennent principalement par l'écoute, l'observation et l'imitation. Aucune règle coercitive existe. L'enfant apprend en tirant les conséquences de ses actes. Notre regard occidental pourrait nous laisser croire que les parents de ces nations sont laxistes et les enfants rois. Or, il n'en est rien. Il serait donc présomptueux de prétendre qu'un tel système est meilleur qu'un autre. Notre modèle occidental est donc ni universel ni unique. Il correspond à notre société actuelle. L'autorité d'aujourd'hui est donc différente de celle d'hier et le sera peut-être différente de celle de demain. Quels sont les différents types d'autorité ? Un des changements de notre société s'est manifesté par les bienfaits reconnus de l'autorité partagée. La loi a même introduit le concept d'autorité parentale conjointe. La tendance actuelle est de dire que l'autorité n'a pas de sexe et qu'elle est plus horizontale. D'ailleurs, les enfants l'ont bien compris. Ils demandent du sens, négocient, expriment leur désaccord avec une facilité qui parfois peut même nous déconcerter. Le partage de l'autorité implique une plus juste répartition des rôles. Ce partage nécessite également qu'il y ait une certaine cohérence entre ceux qui posent l'autorité. Il ne s'agit pas d'être d'accord sur tout, mais d'éviter de montrer ses désaccords devant l'enfant ou de faire le contraire de ce que l'autre a dit. Comme par exemple, l'un refuse de donner un bonbon supplémentaire et l'autre le donne par derrière. L'un refuse que l'ado sorte le soir et l'autre accepte. Très souvent, les parents ont une vision de l'autorité différente. L'un peut être plus sévère et l'autre plus dans la compréhension. Il n'y a pas un rôle meilleur que l'autre. Les deux sont indispensables à l'enfant et la différence de ses parents est une richesse pour lui. Et puis, vous imaginez, si l'enfant avait 2 parents autoritaires ou 2 parents permissifs, ça serait vraiment difficile. Par contre, je pense que vous l'avez tous remarqué, l'enfant n'est pas fou. Il va toujours s'adresser à celui qui dira oui le plus facilement. À vous, parents, de vous entendre pour être cohérents. La répartition des rôles relève aujourd'hui du domaine de la co-construction et de la négociation. Les questions « qui fait quoi »,« qui décide de quoi » font partie du quotidien des familles
et doivent être régulièrement reposées. L'absence de repères et de normes extérieures rend la tâche plus difficile et nécessite écoute et dialogue. C'est la contrepartie d'une égalité plus présente entre les parents. La question du partage d'autorité se pose également avec les grands-parents et aussi avec les beaux-parents. Pas simple d'aborder tous les sujets en une seule fois, nous y reviendrons. Mentionnons au moins que la cohérence reste de mise, là encore, et qu'être au clair avec les rôles de chacun peut éviter bien des déceptions et des conflits. Si le principe de l'autorité partagée est posé, il n'en reste pas moins que le type d'autorité exercée par les éducateurs peut prendre plusieurs formes. Allons un petit peu dans les extrêmes. Nous pouvons avoir de l'autoritarisme. C'est le parent qui est dans un rapport vertical avec son enfant, qui doit avant tout se soumettre à l'autorité et aux décisions parentales. Le parent ne cherche pas la coopération et il n'offre pas de choix à son enfant. Si l'enfant n'obtempère pas, le parent aura généralement recours à la punition pour rétablir son pouvoir. Notons toutefois que de temps en temps l'autoritarisme est nécessaire. Si je prends par exemple l'exemple d'un enfant qui traverse la route et qui menace de se faire écraser, on ne va pas lui demander comment il se sent, ni être à son écoute, on va le rattraper par le bras de manière un petit peu vive afin d'éviter la catastrophe. L'autre attitude extrême est la permissivité. Le parent, comme tous les parents, est soucieux du développement de son enfant. Il pose quelques règles, cependant il s'attend à ce que l'enfant soit raisonnable, c'est-à-dire qu'il connaisse ses propres limites et respecte les règles. Souvent, le parent permissif a des difficultés à gérer les oppositions et les frustrations de son enfant. Si ce dernier n'obtempère pas, le parent préfère souvent céder, voire même démissionner, plutôt que de vivre un conflit. Parfois, être dans la permissivité a du bon. Mon enfant prépare un dessert, la recette stipule qu'il doit battre les œufs en neige. Il lit mal la recette et ne le fait pas. Je le laisse continuer sa recette, telle qu'elle. Sans doute le dessert ne sera pas forcément celui qu'il attendait. Peut-être sera-t-il comme les sœurs Tatin en train de découvrir une nouvelle recette, mais ceci étant dit, cette exploration est intéressante pour lui, parce que c'est comme ça qu'il se souviendra que s'il ne lit pas la recette correctement, le dessert qu'il aura ne correspondra pas forcément à ses attentes. Quand j'interroge les parents pour savoir dans quel type d'autorité ils se reconnaissent, il est courant de les entendre dire qu'ils se reconnaissent un peu dans chacun des deux, à la fois permissif et autoritaire. Ils se retrouvent en effet souvent dans une sorte de cercle infernal qui les fait passer d'un style à l'autre. Trop permissifs, ils regrettent et deviennent autoritaires. Trop autoritaristes, ils culpabilisent et deviennent permissifs ou démissionnent et ainsi de suite. Au bout du compte, personne ne s'y retrouve. C'est épuisant, autant pour les parents que pour les enfants, et terriblement insécurisant pour les enfants qui ne savent plus à quoi s'attendre. Allez, je change de regard. Et si j'essayais de poser un cadre bienveillant? Alors ce cadre, comment le poser? Il y a différentes manières de poser des limites à un enfant, et le cadre sera souvent le reflet d'un type d'autorité. On pose un cadre très restreint, où contrôle et punition disciplinent l'enfant, ou alors instaurer un cadre plus souple, où l'autonomie, l'apprentissage par l'erreur et l'imitation sont privilégiés, ou qu'on construit un cadre bienveillant, c'est-à-dire un cadre où l'enfant peut exercer une certaine liberté tout en étant protégé par des règles définies. Vous avez bien compris qu'un cadre très restreint va pousser à l'autoritarisme, alors qu'un cadre plus souple va pousser à la permissivité, voire à la démission. Le cadre bienveillant est donc un repère fixe pour l'enfant. Ça va le sécuriser sans l'étouffer. Ça va l'aider à grandir sans le contraindre. Rappelez-vous que nous devons plutôt être des parents jardiniers, c'est-à-dire préparer le meilleur terreau et arroser la graine sans savoir quelle belle fleur elle donnera, plutôt que des parents potiers, c'est-à-dire ceux qui veulent donner la forme que l'on veut que la plante ait ensuite. En pratique, comment construire ce cadre bienveillant? L'idéal est que les parents puissent construire ce cadre à l'avance. Quoi qu'il en soit, ce cadre évoluera en fonction de l'âge de l'enfant, des événements, mais aussi de son comportement. Chaque cadre, en dehors des interdits légaux, sera propre à chaque famille. J'ai envie de vous partager aujourd'hui 2 outils proposés par APECOM dans le cadre de ces ateliers de soutien à la parentalité.
Le premier outil est le carré. C'est surtout pour des parents d'adolescents. Les auteurs de la formation APECOM proposent de former le cadre par 4 côtés relativement égaux. Premier côté, ce qui est interdit. Donc ce qui est interdit notamment par la loi. La cigarette, l'alcool, la ceinture de sécurité, la violence, etc. Deuxième côté, ce qui est non négociable. C'est souvent lié aux valeurs de chaque famille. Dire des gros mots, sortir seul, manquer de respect, etc. Troisième côté, ce qui est négociable. Comme inviter un ami, sortir, choisir le temps de ses devoirs, le temps qu'on va passer avec sur les réseaux sociaux ou sur son téléphone portable. Et ensuite, le quatrième côté, ce qui est libre. La musique, le livre, les vêtements, le sport, etc. Ces 4 côtés permettront à chacun de pouvoir se retrouver tant l'adolescent que le parent. Le deuxième outil que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui est plutôt adapté à des enfants de moins de 6 ans. Donc, APECOM propose le feu tricolore. Donc, le feu vert, c'est ce qui est autorisé, encouragé, valorisé. Par exemple, vider son bain, choisir une histoire, manger tout seul. Ensuite, il y a le feu orange, ce qui est toléré pour des raisons temporaires ou exceptionnelles, car l'enfant est débutant, entre guillemets, il commence, on sait qu'il peut se tromper. Ou parce que la situation familiale est difficile ou qu'elle a changé. Il peut y avoir un divorce, un deuil, une complexité dans la famille, une maladie. Ou encore parce que le parent a accordé une exception. Oui, l'exception qui doit rester exceptionnelle. C'est comme un joker. Comme par exemple l'enfant qui est malade. Et puis, le feu rouge. Ce qui est interdit et inacceptable en raison de danger, de la loi et de valeurs familiales. Et là, c'est une fermeté qui est totale. Il est extrêmement important que ce cadre soit équilibré, qu'il n'y ait pas plus de feu rouge que de feu vert. Pas question non plus de transformer ces outils en une longue liste de prescriptions. Il est plutôt à envisager pour faire un point ou comme un outil pour gérer des conflits ou des insatisfactions récurrentes de la part des parents et ou des enfants. Qui dit cadre, comme on le disait tout à l'heure, dit règles et conséquences. Comment poser une règle ? C'est un sujet important et même si nous l'avons abordé un petit peu tout à l'heure, nous voudrions le traiter plus en profondeur. Nous vous proposons donc d'en faire l'objet d'un autre podcast. Promis, il arrivera bientôt. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Si je résume. 1. L'autorité est le tuteur qui va permettre à l'enfant de grandir. 2. L'autorité est propre à chaque famille. 3. L'autorité bienveillante, c'est la liberté dans un cadre. 4. Elle offre la sécurité et un espace suffisant pour se développer tout en étant respectueuse de tous. Et 5. L'autorité s'incarne par le cadre, à la fois continu et évolutif, repère indispensable pour que l'enfant sache ce qu'il peut et ne peut pas faire. À vous de jouer, chers auditeurs, 2 minutes pour visualiser votre cadre ou votre feu tricolore. Remplissez chaque côté ou chaque feu par 2 éléments qui vous semblent importants pour le développement de votre enfant et que vous voudriez mettre en place à la maison. Et pour terminer en fanfare, Jacques de Bourbon-Bussay nous claironne que les rives sont la chance du fleuve puisque, l'enserrant, elles l'empêchent de devenir marécage. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site jeuxdeminutes.com, GUX, 2 en chiffres, minutes avec un S, pour être notifié des prochains épisodes. Bulle de bonheur est propulsé par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.